Mes parents ont vendu leur maison pour voyager à travers le monde avec ma sœur. Quand tout a été épuisé, ils ont exigé d'emménager chez moi. Papa a même dit, tu n'as pas le droit de dire non. Alors j'ai appelé le 911 et j'ai dit à mon avocat de se tenir prêt. J'ai passé beaucoup trop de temps à croire que le silence protégerait le petit territoire que j'appelais indépendance. Je m'appelle Savannah et la seule chose que j'ai toujours considérée comme absolument non négociable est l'appartement que j'ai loué seul à Dallas. Je n'en ai pas hérité. Je n'ai pas partagé les documents et je n'ai jamais prétendu qu'il s'agissait d'un bien commun. C'est devenu le seul périmètre contrôlé dans une vie qui ne m'a jamais offert un pied d'égalité. En grandissant, j'ai vu chaque décision importante s'orienter dans une seule direction. L'attention, l'argent, les cadeaux, le temps, les voyages. Aucune de ces ressources ne m'est jamais parvenue. J'ai appris l'autonomie non pas parce que cela semblait admirable sur un curriculum vitae, mais parce que l'alternative était la privation affective. Mon rôle était de me débrouiller discrètement. Ainsi, lorsque ma famille a vendu sa maison et a converti le produit de la vente en mois de voyage autour du monde avec ma sœur, j'ai reconnu le schéma. Ils ne m'ont pas demandé si je pouvais les rejoindre ou même si je le voulais. Je n'étais pas un facteur dans la planification parce que je ne l'ai jamais été. J'ai accepté la distance et je me suis concentré sur le maintien du seul bien que personne ne pouvait confisquer par la pression émotionnelle. Quand l'argent s'est épuisé, le ton a changé. Ils ne sont pas revenus avec des questions. Ils sont revenus avec des instructions. Ils ont traité mon bail comme une obligation implicite. La dernière phrase de mon père a frappé avec un sentiment de tout dû. Tu n'as pas le droit de dire non. Mon corps a pris la décision plus vite que ma bouche. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai appelé le 911, puis j'ai envoyé un mémo de 2 mots à mon avocat. Tiens-toi prêt. Si vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé après cet appel, restez avec moi. Abonnez-vous et dites-moi si vous auriez ouvert la porte. Je ne me suis pas réveillé un matin en réalisant soudainement que ma place dans la famille fonctionnait selon un système de quotas silencieux, car le déséquilibre s'était formé pendant des années d'une manière qui paraissait naturelle à tout le monde, sauf à la personne qui en portait le coup. La première fois que j'ai compris comment les attentes étaient réparties, c'était à l'école, lorsque les cours étaient chers et que les programmes extrascolaires exigeaient des frais. Ce qui signifiait que je travaillais à temps partiel pour couvrir ce que les frais de scolarité ou les manuels ne couvraient pas. Tandis que ma mère, Linda, insistait sur le fait que chaque centime dépensé pour l'éducation devait être considéré comme un investissement familial dans ma sœur Véronica plutôt que comme une priorité partagée. Une fois ce schéma établi, Véronica est devenue le seul point de référence pour le succès ou la déception. Et j'ai appris à organiser mon emploi du temps autour du travail plutôt que des loisirs, car je ne voulais pas que les conversations sur les factures se transforment en leçons sur la gratitude. En vieillissant, il est devenu évident que Linda n'était jamais motivée par la curiosité concernant ma charge de travail ou la pression académique, car sa préoccupation principale était de maintenir une autorité morale qui lui permettait de parler de devoirs, de sacrifice et d'obéissance sans jamais se demander si ces normes s'appliquaient équitablement. Elle préférait m'ordonner de donner en retour plutôt que de demander s'il restait quelque chose à donner. Et elle utilisait un langage qui faisait passer le refus pour un défaut de caractère. Une simple phrase comme « je ne peux pas couvrir ça » se transformait en une accusation d'égoïsme, et toute hésitation déclenchait un discours sur la façon dont la loyauté devrait l'emporter sur l'inconfort. Avec le temps, la moralité est devenue une forme de comptabilité pour elle, et chaque euro que je gardais pour le loyer devenait un symbole de rébellion plutôt qu'une approche pratique de la survie. Mon père, Karl, ne corrigeait pas Linda ni ne remettait en question sa manière de faire. Au lieu de cela, il a perfectionné une expression discrète qui semblait assez solidaire pour la satisfaire sans offrir d'opinion contradictoire, ce qui me signalait que le silence était une méthode pour confirmer la hiérarchie plutôt qu'une observation neutre. S'il ne la contestait pas, alors je ne pouvais pas espérer contester la structure qu'il partageait, ce qui signifiait que chaque tentative de conversation me laissait répéter des informations dans le vide. Cette dynamique rendait inutile la recherche de négociation. J'ai donc simplifié mes réponses en 2 stratégies. Soit payer ce que je pouvais et avancer, soit refuser et accepter l'accusation qui s'ensuivait. Pendant ce temps, Véronica a appris très tôt que l'expérience conférait un statut, et elle s'est positionnée comme quelqu'un qui méritait le frisson de l'expansion. Qu'elle voyage pour des concerts, des stages ou des événements sociaux, Linda décrivait cela comme du développement par l'exploration ou une exposition nécessaire. Et chaque limite devenait une piste pour que Véronica démontre qu'elle comprenait mieux la vie.
Je l'ai entendu rejeter le pragmatisme d'une seule phrase. Si tu ne peux pas te permettre la joie, tu ne la mérites pas. Cette idée ne venait pas de l'économie. Elle venait d'un sentiment de tout dû. Pourtant, personne ne la corrigeait parce que Karl préférait l'harmonie et Linda préférait l'admiration. Je me suis adapté dans la seule direction possible. J'ai travaillé plus d'heures et j'ai retiré l'interprétation émotionnelle de l'acte de gérer l'argent. Ainsi, les factures sont devenues des points de contrôle plutôt que des déclarations sur l'identité. Je n'ai pas demandé de couverture, de cosignataire ou d'approbation parentale, car la dépendance se serait transformée en levier au moment où Linda aurait eu besoin de preuves que je lui devais quelque chose. J'ai évité les prêts qui auraient pu être utilisés comme une arme plus tard, et j'ai accepté que la construction d'un crédit exigeait de la constance plutôt que des applaudissements. Le résultat n'était pas glamour, mais il était stable, et la stabilité me donnait juridiction sur une vie que personne d'autre ne finançait. Lorsque les conversations s'envenimaient dans cette maison, je réduisais mon implication émotionnelle parce que le but n'était pas de gagner un débat. Le but était de protéger mon autonomie. Je ne cherchais pas l'approbation ni ne demandais de reconnaissance, car l'une ou l'autre réponse aurait pu être réutilisée pour prouver que ma retenue était de l'arrogance. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la clarté juridique en surveillant ce qui m'appartenait, en documentant ce que je payais. Et en refusant de jouer la loyauté comme une routine de scène conçue pour des gens qui voulaient des preuves de dévotion plutôt qu'une véritable participation d'adultes. Ma priorité était de maintenir une distance entre mes finances et leurs attentes, car la proximité aurait permis à quiconque de prétendre que les ressources personnelles étaient des ressources familiales. Cette approche est devenue une philosophie plutôt qu'une habitude. Si une demande pouvait être retenue contre moi plus tard, je m'écartais. Si une conversation exigeait des excuses pour maintenir l'accès, je me désengageais. Si le silence empêchait l'escalade, je l'adoptais, car une limite qui ne peut être appliquée devient du théâtre. Et je ne voulais pas vivre à l'intérieur d'un scénario écrit par des gens qui croyaient que l'obligation primait sur le consentement. 2 mois avant le voyage, tout est devenu officiel d'une manière que je ne m'attendais jamais à voir. Je suis arrivé à mon appartement à Dallas après le travail et j'ai vu un appel manqué de maman qui ne contenait aucun contexte ni demande de rappel. Quand j'ai rappelé, elle a répondu d'un ton poli et m'a informé qu'elle et papa avaient signé les derniers papiers pour vendre la maison. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Elle parlait comme si cette décision s'était développée à travers des conversations ouvertes impliquant chaque membre de notre famille. Il m'a fallu plusieurs secondes pour comprendre que la transaction était terminée et qu'il n'avait plus d'endroit où vivre. J'ai demandé s'il prenait plus petit à Dallas ou s'il prévoyait de déménager dans un autre quartier. Maman a ri légèrement et a expliqué que prendre plus petit était un état d'esprit pour les gens qui manquaient d'ambition. Elle m'a dit qu'elle et papa allaient commencer une vie sur la route et que Véronica les rejoindrait parce qu'elle comprenait l'expérience, la culture et le frisson du mouvement. J'ai écouté sans répondre parce que je voulais entendre si une partie de cette décision incluait une question pour moi. Je n'en ai jamais entendu une. Papa est intervenu dans l'appel seulement pour remarquer que tout s'était bien passé et que l'acheteur voulait conclure rapidement. Il n'a pas offert de détails sur les délais ou la logistique. Il n'a pas demandé si je voulais garder des meubles ou des documents. Il n'a pas mentionné s'ils avaient besoin d'un logement temporaire. Son silence fonctionnait comme une confirmation que ma participation était inutile. J'ai demandé quand ils avaient décidé de vendre. Véronica a interrompu et a dit que tout le monde ne voulait pas vivre petitement à Dallas. Elle parlait avec un ton qui suggérait que ma vie était une salle d'attente exiguë tandis que la leur deviendrait un ruban de prestige à travers les continents. J'ai demandé si elle s'attendait à ce que je les félicite. Véronica a répondu que les gens soit célébraient la liberté, soit restaient pleins de ressentiment. Maman a qualifié la vente de liberté que nous avons gagnée, pas une liberté que nous avons négociée. Elle traitait chaque euro de l'acheteur comme une validation accumulée de leur sacrifice en tant que parents. Plus elle parlait, plus je comprenais que cette transaction était une cérémonie d'auto-louange plutôt qu'une réinitialisation pratique. Elle n'a pas mentionné les garde-meubles. Elle n'a pas reconnu l'existence de mes affaires d'enfance. Elle n'a pas demandé où je m'insérais dans la structure familiale maintenant que la fondation physique avait disparu. Papa a conclu la conversation en disant qu'il prévoyait d'être à Barcelone 3 jours après avoir quitté Dallas. Ce calendrier indiquait qu'ils avaient tout planifié en privé. J'ai reconnu avec quelle propreté il m'avait retiré du périmètre de prise de décision. Il n'y a eu aucune demande d'opinion. Il n'y a eu aucune vérification concernant l'impact émotionnel. Il voulait une vie qui récompensait le frisson sans la responsabilité.
J'ai terminé l'appel et je suis restée assise avec la clarté que notre famille définissait la valeur par celui qui restait le plus proche du canal de l'argent. La personne qui voyageait était valorisée. La personne qui restait immobile devenait négligeable. La transaction avait une signification secondaire pour moi. Elle me disait que l'unité familiale était maintenant construite autour de 2 voyageurs et d'une compagne qui les validait. Dans les semaines qui ont suivi, l'historique de mon téléphone a changé. Les messages de maman contenaient des photos de salons d'aéroport et de boissons. Les messages de Véronica affichaient une confiance soignée et des commentaires sur la façon dont la pression ne pouvait pas l'atteindre. Papa transférait de courtes notes logistiques sur les cartes bancaires et les forfaits téléphoniques internationaux, mais ne m'a jamais adressé de déclaration personnelle. La communication est devenue une diffusion à sens unique dans laquelle ils se célébraient eux-mêmes. Ils n'ont pas demandé où j'étais pendant les vacances. Ils n'ont pas demandé si j'avais besoin de soutien. Ils n'ont pas demandé de nouvelles de mon travail. Leur silence n'était pas accidentel. Il était stratégique. J'ai répondu en maintenant la distance, car rien de constructif ne pouvait être gagné en cherchant un espace émotionnel chez des gens qui avaient fait preuve d'une reconnaissance sélective. Au moment où ils ont embarqué pour leur première destination, j'avais déjà compris le message. Je n'étais pas incluse. Je n'étais pas attendue. Je n'étais pas pertinente pour la nouvelle structure qu'ils construisaient. Ils n'ont pas quitté une maison. Ils ont effacé tout lieu où je pouvais appartenir. 3 mois plus tard, ils sont revenus sans le sou, et le retour portait une attente plutôt qu'une salutation, car il n'y avait aucune reconnaissance des mois qu'ils avaient passés à se célébrer. J'ai appris qu'ils étaient de retour au Texas parce que maman a envoyé un message qui ne demandait pas où j'en étais émotionnellement ou financièrement. Elle m'a informé qu'elle voulait visiter mon appartement après le travail parce qu'elle devait discuter de ce qu'elle appelait une redistribution de la stabilité. Son-on signalait qu'elle croyait que le résultat avait déjà été décidé. Maman est entrée avec la certitude de quelqu'un qui croit que le sang prime sur l'autonomie, et elle a commencé à parler avant que je puisse m'asseoir ou me préparer. Elle a dit que les filles qui vivent seules dans un espace privé sont obligées d'étendre cet espace lorsque les parents ont besoin d'un abri. Elle n'a pas présenté ses besoins comme une demande. Elle les a formulés comme l'ordre naturel de la loyauté familiale. Quand elle a dit que la famille partage la stabilité, elle n'a pas scié ni hésité, comme si mon silence transformerait sa prémisse en loi fonctionnelle. J'ai observé sa posture plutôt que ses mots, car elle se comportait comme quelqu'un qui avait décidé que l'accès à mon appartement était un droit de naissance. Elle a dit que je n'avais aucune raison de maintenir l'exclusivité sur quelque chose construit avec un salaire et un loyer parce que les liens familiaux diluent l'individualité. Elle a ignoré le fait que je payais chaque facture sans aide. J'ai attendu qu'elle reconnaisse l'effondrement financier qui a forcé son retour, mais elle a refusé de mentionner l'épuisement des fonds ou la responsabilité. Ces arguments n'avaient rien à voir avec la logistique. Ils se concentraient entièrement sur la hiérarchie. Maman a ajusté son approche en superposant un vocabulaire moral aux problèmes financiers. Elle a dit que les parents donnent la vie et que par conséquent, les enfants remboursent la vie en absorbant les inconvénients. Elle a accusé le refus de violer le contrat émotionnel entre les générations. Elle parlait avec une intensité qui montrait clairement qu'elle considérait le désaccord comme une infraction à un code sacré, ce qui suggérait qu'elle avait l'intention de convertir leur instabilité en mon obligation. Papa était assis en face de nous sans aborder le sujet de l'argent. Il ne s'est pas excusé de la vitesse à laquelle leurs fonds s'étaient évaporés. Il n'a pas corrigé maman ni adouci ses directives. Le silence qu'il maintenait accordait à maman l'illusion d'une autorité légale, car s'il ne la contestait pas, alors elle pouvait imaginer un consensus. Plus il évitait de parler, plus elle accélérait son sentiment de tout dû, et la pièce s'est transformée en quelque chose qui ne ressemblait à une négociation que de nom. Véronica s'est positionnée comme la médiatrice, mais la performance manquait de sincérité. Elle a envoyé un message qui m'encourageait à rester flexible parce que l'harmonie coûte moins cher que le conflit. La formulation suggérait que je devrais coopérer avant que les choses ne deviennent compliquées. Elle n'a jamais fait référence à l'exclusion qui a précédé le voyage, et elle n'a jamais reconnu la commodité de son timing. Les mêmes personnes qui avaient rejeté ma place dans la structure familiale me demandaient maintenant d'offrir le seul bien que je contrôlais sans hésitation. Véronica ne prétendait pas avoir besoin d'un abri. Elle prétendait que la conformité prouverait la maturité. J'ai répondu par un refus qui ne contenait ni excuse ni récit. J'ai dit à maman que les explications étaient inutiles parce que les droits de propriété ne nécessitent pas de justification théâtrale.
Sa réaction a indiqué qu'elle s'attendait à des négociations ou à de la culpabilité. Au lieu de cela, elle a rencontré la neutralité. Elle a de nouveau insisté pour obtenir un raisonnement émotionnel, et j'ai expliqué que les contrats émotionnels ne peuvent pas l'emporter sur les limites légales. Plus elle intensifiait la situation, plus je devenais calme, ce qui a déstabilisé son sentiment de pouvoir. Maman a tenté un dernier angle en affirmant que je leur devais ma présence pendant les difficultés, et elle a décrit la conformité comme la seule réponse acceptable pour une fille décente. Je lui ai rappelé que l'épuisement financier n'accorde pas un accès automatique à un logement privé. Elle a essayé de réinterpréter ma position comme un abandon. J'ai interprété sa position comme une transaction déguisée en droiture parentale. Papa a finalement parlé, mais il n'a pas abordé la responsabilité. Il a dit qu'une famille unie ne se fragmente pas à cause de murs et de portes, et que le moment exigeait de la générosité plutôt qu'un examen minutieux. J'ai écouté avec patience parce que sa déclaration confirmait qu'il considérait mon appartement comme une ressource plutôt que comme un foyer. Il n'était pas revenu pour rejoindre une unité familiale ou reconstruire la confiance. Ils étaient revenus pour réclamer un bien qu'ils n'avaient pas gagné. Je les ai accompagnés jusqu'au couloir et j'ai clairement indiqué que rien dans ma vie ne nécessitait de redistribution. J'ai fermé la porte non pas comme un acte d'hostilité, mais comme une confirmation que les limites existent même lorsque les proches refusent de les reconnaître. Un mois plus tard, ils étaient de retour à Dallas, et ils ont manifesté ce retour par une visite calculée plutôt qu'une prise de contact respectueuse, ce qui signifiait que la situation passait de la pression financière à l'attente physique. Je suis rentré du travail, j'ai utilisé ma carte clé à la porte du garage, et j'ai vu maman et papa attendre près du vestibule d'entrée de l'immeuble. Ils n'avaient pas l'air désorientés ou embarrassés. Ils agissaient comme des gens qui croyaient avoir déjà obtenu la permission. Véronica s'est positionnée à côté de maman, et sa présence confirmait que ce n'était pas un moment spontané d'incertitude. C'était une démonstration tactique. Maman m'a salué comme si le résultat avait été négocié en coulisses, et elle a dit qu'ils avaient apporté des bagages parce qu'il était peu logique de retarder l'intégration dans ce qu'elle appelait notre prochaine période de stabilité. Elle a expliqué que le voyage s'était terminé plus tôt que prévu parce que voyager enseigne la discipline et elle croyait que le choix discipliné consistait à consolider les ressources familiales. Il n'y avait aucune mention de erreur de calcul financier. Le récit s'est déplacé vers un vocabulaire moral. Papa a cessé de jouer la politesse. Il a regardé l'entrée principale comme si elle était déjà disponible pour sa carte clé. Il a prononcé la phrase sans hésitation ni excuse. Il a dit « Tu n'as pas le droit de dire non ». Il ne l'a pas abordé comme un plaidoyer émotionnel. Il l'a délivré comme une décision sur les limites. Son ton impliquait que mon refus constituerait une violation d'un accord familial, même si un tel accord n'existait pas. Cette phrase a exposé la logique sous-jacente. Dans son esprit, l'appartement n'appartenait pas à la personne dont le nom figurait sur le bail. Il appartenait à une identité collective qui pouvait réclamer de l'espace sans négociation. Papa parlait comme si l'occupation légale s'inclinait automatiquement devant les liens du sang. Il a également prononcé la déclaration avant que Véronica n'ouvre la bouche, ce qui a rendu sa position explicite. C'était une directive plutôt qu'une demande. Véronica a appuyé le message avec une stratégie secondaire. Elle a utilisé le vocabulaire de l'unité et du travail d'équipe. Elle a dit que nous sommes une famille et a suggéré que le désaccord signalait l'égoïsme. Elle a dit que les gens qui se fixent sur les droits individuels perdent de vue la vraie loyauté. Elle n'a pas abordé les euros ou la logistique. Elle a positionné la moralité comme la seule mesure. Elle n'a pas reconnu la distance créée par des années d'exclusion. Elle a traité le mot famille comme un levier plutôt que comme une relation. Maman a intensifié en attribuant une responsabilité émotionnelle. Elle a dit que les enfants protègent les parents pendant les revers. Elle a dit que le refus démontre une absence de gratitude. Elle a dit que je devais faire preuve de maturité en les hébergeant sans débat. Son argument n'abordait pas les contrats de location, les droits des locataires ou les règlements de l'immeuble. Elle parlait en absolu parce que les absolus fournissent une isolation à ceux qui veulent éviter la responsabilité. Je n'ai pas réagi émotionnellement. J'ai observé la stratégie. Ils ont tenté de convertir un inconvénient en une inévitabilité légale. Ils ont prétendu que la logistique incommode s'effondre sous le poids de l'obligation. Ils se sont également comportés comme si mon ton calme représentait une faiblesse plutôt qu'une retenue. J'ai répondu en disant le mot au non sans fioriture.
Je n'ai pas fourni d'explication parce que l'explication nourrit le sentiment de tout dû. Le silence crée un enregistrement. Papa a répété sa phrase avec une cadence plus lente. Il a dit, « Tu n'as pas le droit de dire non ». Et il a de nouveau fixé l'entrée. Il a tenté d'activer l'intimidation par le volume plutôt que par le contenu. La répétition n'a pas créé d'autorité. Elle a créé une documentation. La répétition devient une preuve d'intention. J'ai évalué l'environnement. Les immeubles résidentiels suivent l'accès des invités. Les unités privées ne peuvent pas héberger des occupants non autorisés à long terme sans en informer la direction. Les tentatives de forcer l'accès constituent une violation de domicile. Les tentatives de submerger physiquement le refus créent une responsabilité supplémentaire. Je n'ai pas mentionné les lois. J'ai simplement mesuré le risque. Ils ont commencé à soulever les bagages. Le geste était conçu pour écourter la négociation. Si les bagages franchissent un seuil, la négociation se termine et l'occupation commence. L'occupation accorde un levier. Les occupants avec un levier deviennent difficiles à expulser sans audience d'expulsion. Ils ne comprenaient pas ces procédures, mais ils comprenaient l'élan. Je me suis placé entre le capteur de l'entrée et leurs bagages. J'ai déclaré que la porte resterait fermée. J'ai dit que personne n'entrerait dans mon appartement sans consentement. Je les ai informés qu'une pression continue créerait un besoin d'intervention de l'immeuble. Le mot « intervention » a refroidi la température parce que les conséquences réorganisent la confiance. Maman a essayé une dernière tactique. Elle a dit qu'il s'était sacrifié pour moi et a demandé si je prévoyais de les rembourser par l'exclusion. Elle a recadré ma phrase comme une trahison. J'ai recadré sa phrase comme un sentiment de tout dû. Véronica a manifesté son impatience et papa a évité le contact visuel. Je n'ai pas traité leur frustration comme une crise. Je l'ai traité comme une preuve. J'ai tenu bon, j'ai attendu que le trafic de l'ascenseur reprenne, et j'ai regardé leur confiance s'estomper lorsque l'entrée physique ne s'est pas produite. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné les lois sur l'occupation parce que la préparation fournit la certitude, et la certitude élimine la coercition. Une semaine plus tard, je suis rentré d'un court voyage d'affaires, et le changement d'atmosphère ne portait ni spectacle émotionnel ni réconciliation sentimentale. Il portait la texture indubitable de l'intrusion. J'ai déverrouillé la porte du couloir du 7e étage, je me suis dirigé vers mon unité et j'ai vu une valise à roulettes placée juste à côté de mon seuil. Il n'y avait pas d'étiquette de livraison. Elle était positionnée comme un substitut d'occupation plutôt que de voyage. La caméra du couloir au-dessus de ma porte clignotait à intervalles réguliers, ce qui signifiait que le capteur de mouvement avait déjà enregistré une activité pendant mon absence. J'ai inséré ma clé, j'ai ouvert la porte et j'ai remarqué un arrangement inhabituel de chaussures près du paillasson. L'appartement portait des odeurs qui n'appartenaient pas à ma routine. J'ai balayé du regard le salon et j'ai vu des couvertures pliées sur le bord du canapé, des contenants en plastique sur le comptoir, et une pile de chemises pliées en équilibre sur une chaise qui n'a jamais servi à cette fonction. Je n'ai pas entendu de conversation, de rire ou de mouvement. Ils étaient absents, mais leurs affaires revendiquaient une présence. Maman a dû attendre que le système automatisé de mon immeuble recycle les codes d'accès temporaires pour les fournisseurs, car mon bail n'autorisait pas de badge secondaire. Je n'ai jamais soumis de documents pour des résidents supplémentaires. Quelqu'un est entré en contournant l'autorisation plutôt qu'en la demandant. Ce détail révélait une intention. L'acte dépendait d'une exécution discrète, pas d'une permission. La veste de papa était suspendue à une chaise de salle à manger. Le sac fourre-tout de Véronica reposait sur un pouf. Un câble de chargeur s'étendait d'une prise à un téléphone qui restait allumé mais sans surveillance. Ces objets transmettaient un message. L'appartement appartenait à la personne qui se présentait et en initiait l'usage quotidien. Dans leur esprit, le placement physique l'emportait sur le langage contractuel. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas convoqué une indignation théâtrale. J'ai sorti mon téléphone, j'ai activé la fonction d'horodatage et j'ai photographié chaque groupe d'affaires sans commentaire. J'ai enregistré l'entrée, le périmètre du salon, les comptoirs, l'emplacement de la valise et l'emplacement du sac fourre-tout. La documentation empêche la distorsion narrative. J'ai vérifié l'historique d'accès à l'immeuble sur mon portail de locataire. 2 entrées enregistrées pendant mon absence. Les 2 ont eu lieu en fin de matinée, des jours différents.
quelqu'un a utilisé un code d'invité générique attribué par la direction à l'accès de maintenance à court terme. Ce code exige qu'un représentant de l'immeuble escorte le visiteur. Soit l'escorte n'a pas eu lieu, soit le visiteur a dépassé le champ d'autorisation. Aucune des deux interprétations ne favorise un pardon désinvolte. Je suis resté près de l'entrée, j'ai attendu que l'ascenseur fasse son cycle, et j'ai entendu un clic métallique au bout du couloir. Lucas, le voisin qui occupe l'unité du coin, s'est avancé avec son courrier. Je l'avais déjà présenté lors d'un événement de vacances, donc notre rapport était empreint de civilité plutôt que de proximité. J'ai dit bonjour, et il a dit qu'il supposait que j'étais déjà rentré parce qu'il avait vu ma famille entrer dans l'appartement 2 fois cette semaine. Il a dit qu'il lui avait dit que nous en avions déjà parlé. Il ne l'a pas interprété comme un crime ou une urgence, mais il a reconnu ce langage comme une affirmation de consentement. Je ne l'ai pas corrigé avec émotion. Je lui ai demandé s'il se souvenait de la période approximative de leurs allées et venues. Il a fourni les heures. Il a également noté que maman lui avait demandé dans quelle direction se trouvaient les poubelles, ce qui impliquait qu'elle avait l'intention d'établir des rythmes domestiques ordinaires plutôt qu'une brève visite. Ce détail comptait plus que l'indignation car il suggérait une occupation. J'ai remercié Lucas sans fioriture. Je suis retourné à mon appartement et j'ai enregistré un mémo vocal résumant les faits. Je n'ai pas mentionné les insultes, la moralité ou l'histoire familiale. Les faits créent un levier parce que les faits survivent à l'examen. J'ai marché jusqu'au placard et j'ai vu 2 valises empilées derrière mon aspirateur. Les articles n'étaient pas placés pour la commodité. Ils étaient positionnés pour le stockage. Le placement à long terme dans des placards privés communique un sentiment de tout dû. La valise près de l'entrée indiquait une arrivée. La valise près de mon aspirateur indiquait une possession. Je me suis assise à la table de la salle à manger, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné les lois locales concernant la résidence non autorisée et l'accès à l'immeuble. L'information ne servait pas à la vengeance. Elle servait à la clarté. La loi reconnaît l'entrée physique sans consentement comme une action qui peut dégénérer en revendication de résidence si l'occupant reste pendant une période prolongée. L'expulsion devient plus compliquée si quelqu'un dort à l'intérieur de la résidence. Je n'ai pas attendu ce seuil. J'ai éteint l'ordinateur portable, je suis retourné à la table et j'ai enlevé chaque article qui ne m'appartenait pas. Je n'ai pas placé les affaires à l'extérieur de l'unité parce que l'abandon crée des litiges inutiles. J'ai rassemblé les articles près de l'entrée en un groupe visible. Je n'ai pas préparé de notes. Le silence communique un refus de valider les présomptions. Je n'ai pas appelé maman, papa ou Véronica. J'ai préparé des preuves pour un public différent. 2 semaines plus tard, j'ai cessé de demander de l'espace parce que les demandes perdent leur sens lorsque quelqu'un interprète l'accès comme une extension naturelle du sang plutôt que comme une limite contractuelle. Je me suis assise à ma table de salle à manger avant le lever du soleil et j'ai examiné les photographies horodatées que j'avais prises après mon voyage d'affaires. Les objets documentaient une possession plutôt qu'une visite. Ils établissaient une continuité d'utilisation. Ils créaient une base pour une interprétation juridique. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé le 911 et j'ai signalé une entrée résidentielle non autorisée. Ma voix est restée stable parce que je ne cherchais pas une reconnaissance émotionnelle. J'avais besoin d'un dossier. Lorsque les officiers sont arrivés, j'ai ouvert la porte et j'ai déclaré que j'occupais l'unité en vertu d'un bail écrit. Qu'aucune autorisation de résidence secondaire n'existait dans le portail de l'immeuble et que certaines personnes étaient entrées pendant mon absence en utilisant une accréditation d'accès qui ne provenait pas de moi. Les officiers ont demandé une pièce d'identité, ont vérifié les informations de mon bail et ont demandé si les sujets étaient toujours à l'intérieur. J'ai expliqué que les affaires restaient dans l'appartement, mais que les individus n'étaient pas revenus ce matin-là. L'officier a pris des notes, a confirmé que les locataires au Texas détiennent des droits de possession exclusifs en vertu d'un contrat de location, et a classé l'affaire comme une violation de domicile potentielle soumise à une enquête plus approfondie. Il a demandé si je voulais un rapport officiel. J'ai dit oui. Les officiers sont entrés dans le salon, ont examiné les affaires disposées sur le pouf, ont inspecté les placards et m'ont demandé si je reconnaissais chaque article. J'ai identifié les articles liés à maman, papa et Véronica par la marque et l'emplacement. L'officier a demandé si quelqu'un détenait une clé. J'ai dit non. Il a précisé qu'un accès non autorisé continu pourrait déclencher une expulsion, surtout si le règlement de l'immeuble exigeait l'enregistrement des résidents. Il est parti après avoir attribué un numéro de rapport.
Une fois que l'appartement est revenu au silence, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un message concis à mon avocat, Grant, qui avait géré une négociation de contrat de travail précédente. J'ai expliqué que j'avais besoin d'une correspondance écrite adressée à maman, papa et Véronica, leur ordonnant de cesser toute entrée non autorisée dans une résidence louée et leur interdisant d'accéder aux parties communes de l'immeuble ou à l'unité sans consentement documenté. J'ai joint des photographies, des horodatages, le numéro du rapport de police et l'historique d'accès à l'immeuble qui montrait 2 entrées avec un code d'invité. Grant a répondu avec une rapidité de 10 minutes qui communiquait une familiarité professionnelle avec l'escalade plutôt qu'un investissement personnel. Il a dit qu'il rédigerait un avertissement écrit faisant référence au langage du code pénal du Texas et le distribuerait par courrier électronique pour éliminer toute prétention d'incertitude. Après avoir envoyé la demande, j'ai programmé une réunion avec la gestionnaire de l'immeuble, Diane. Quand je me suis assise dans son bureau, elle a ouvert le règlement de l'immeuble et a pointé la section sur la résidence des invités. Elle a expliqué que toute personne qui dort dans une unité, stocke des affaires pendant des périodes prolongées ou entre plusieurs fois au cours d'une fenêtre de 30 jours doit s'inscrire en tant que résident temporaire. L'inscription nécessite une vérification d'identité, une vérification des antécédents et la signature du code de conduite de l'immeuble. Sans conformité, le personnel de sécurité peut expulser l'individu de la propriété. Diane n'a pas fait de sermon, elle a lu mot pour mot. Son ton reflétait la politique plutôt qu'une position morale. J'ai demandé si l'immeuble avait fourni le code d'invité qui apparaissait dans mon historique d'accès. Elle a examiné le journal de sécurité et a dit qu'un superviseur de la maintenance avait escorté 2 individus vers mon étage. Si ces individus ont contourné la supervision, l'exigence d'escorte a échoué et la sécurité de l'immeuble enquêterait. Diane a recommandé de réinitialiser mon code d'accès et de mettre à jour ma clé numérique. J'ai accepté. Je suis retourné à mon appartement, j'ai ouvert le portail des résidents et j'ai changé toutes mes informations d'identification. J'ai activé la fonction de journalisation qui suit les tentatives d'entrée à des intervalles de 15 minutes. J'ai ajusté les autorisations de l'ascenseur pour que personne ne puisse atteindre mon étage sans un code enregistré. J'ai imprimé la règle de l'immeuble sur la résidence non autorisée et je l'ai placée près de l'ordinateur portable pour référence. Les règles ne m'intimidaient pas. Elles créaient une structure. Le projet de Grant est arrivé avant midi. Le premier paragraphe identifiait la résidence, le locataire, l'adresse de l'immeuble et la limite légale de la possession exclusive. Le deuxième paragraphe déclarait que l'entrée non autorisée constituait une violation passible de sanctions pénales. Le troisième paragraphe exigeait la cessation immédiate de toute entrée, directe ou indirecte, et interdisait à maman, papa et Véronica de contacter le personnel de l'immeuble pour demander l'accès. Grant a terminé la lettre en se réservant le droit d'intenter une action civile. La lettre ne reposait pas sur l'émotion. Elle reposait sur les conséquences. J'ai transmis le document à Diane pour qu'elle puisse le classer dans les dossiers de l'immeuble. Elle a accusé réception et a dit qu'elle informerait le conseil syndical de la copropriété car une présence non autorisée prolongée peut déclencher des amendes contre une unité. Ce commentaire reflétait une perspective administrative plutôt que de la sympathie. L'immeuble traitait l'occupation comme une responsabilité. J'ai sauvegardé chaque fichier dans un dossier intitulé « Preuve de résidence ». J'ai daté la page de garde. J'avais fini d'expliquer l'accès. Je mène une vie organisée par des droits documentés plutôt que par des négociations ouvertes. Et je ne réponds plus aux messages envoyés par maman, papa ou Véronica. Parce que la communication invite à la réinterprétation des limites. Mon téléphone affiche des notifications non lues, mais le silence fonctionne comme un mur contractuel. Je n'adoucis pas les limites en donnant des explications et je ne construis pas de récit sur une blessure émotionnelle. Je fais la distinction entre la responsabilité légale et la prise en charge involontaire. Cela ne nécessite pas d'excuses. Maman et papa font face au résultat direct de la liquidation de leur maison, qui a supprimé toutes les ancres à long terme qu'ils possédaient. Ils alternent entre des motels situés près des accès autoroutiers, car les locations mensuelles pour personnes âgées exigent une preuve de revenu, une pièce d'identité et le respect des règles de la communauté. Les publicités de voyage n'ont jamais décrit la structure des coûts de l'instabilité du logement, et le fantasme d'un mode de vie nomade se dissout lorsque chaque nuit exige un paiement avant de pouvoir dormir. Je ne suis pas la séquence de leur changement de logement. Je ne m'enquière pas de leur confort ou de la logistique. Mon absence représente une conclusion plutôt qu'un levier. Véronica perd un canal d'extraction car l'appartement ne peut servir ni de logement, ni de stockage,
ni de garantie pour la manipulation. Elle cherche un revenu plutôt qu'une distribution, ce qui la force à reconnaître que l'âge adulte aux États-Unis dépend de la solvabilité, du crédit et de la prise de décision autonome. Elle ne peut pas se présenter comme une autorité morale lorsque la capacité de payer ses propres dépenses devient le test. Elle ne peut pas constituer un tribunal familial parce que je refuse d'y assister. Un tribunal sans participation devient un monologue, et un monologue n'a aucun pouvoir comportemental. Je ne prépare pas de déclaration sur la trahison. Je ne traduis pas les choix privés en récits psychologiques. Je sécurise mon espace résidentiel en maintenant à jour les journaux d'accès, la correspondance stockée de mon avocat, les avenants électroniques au bail et la vérification qu'aucun badge non autorisé ne reste actif. Mon immeuble a traité le problème comme une question de conformité. Je suis donc le même modèle. Une règle s'applique ou se dissout, et je ne suis pas intéressé par la dissolution. Le travail se transforme en un cycle prévisible car aucune interférence domestique n'interrompt la planification. Les réunions se terminent sans la distraction de conflits en attente, et mes évaluations de performance reflètent une concentration constante. Je dors sans attendre une entrée inopinée, et mon corps répond à la continuité plutôt qu'à l'alarme. La santé devient mesurable plutôt que théorique. Elle apparaît en l'absence de vigilance. Je ne me félicite pas pour ma résilience. La résilience a toujours exigé une menace. La stabilité n'en requiert aucune. Le temps personnel m'appartient plutôt qu'à une pétition sans fin pour l'empathie. Je fais de l'exercice à intervalles réguliers, je prends mes repas sans jeter un coup d'œil vers la porte, et je m'assois près de la fenêtre sans me demander si quelqu'un réclamera le siège en invoquant la parenté. Une limite cesse de paraître dramatique lorsqu'elle devient ordinaire. Une conduite ordinaire construit une protection. La protection crée la longévité. Je ne change pas ma position parce que des proches éprouvent de l'inconfort. Cet inconfort est venu de choix faits sans calcul. Ils ont traité le logement comme un divertissement, et le divertissement ne soutient pas les corps vieillissants. Ils ont présenté l'obligation comme un destin, et le destin ne peut pas l'emporter sur la loi. Ils ont tenté de se réattribuer mon appartement, et la tentative a échoué. L'échec n'entraîne ni tragédie ni justification. Il produit simplement des conséquences. Maman continue de faire référence à l'amour lorsqu'elle contacte des parents éloignés. Véronica met l'accent sur le sacrifice lorsqu'elle parle à quiconque veut bien l'écouter. Papa reste silencieux parce que le silence fonctionnait autrefois comme de l'intimidation. Le silence fonctionne maintenant comme une absence d'influence. Aucune de ces stratégies n'affecte la direction de ma vie. Elle représente un commentaire plutôt qu'une autorité. Je ne programme pas de réunion de famille. Je ne m'assois pas pour des négociations. Je ne réévalue pas. Ma séparation tient. Elle tient parce qu'elle est légale. Elle tient parce que je la choisis. Elle tient parce que rien ne nécessite de révision. Les limites ne sont pas des performances émotionnelles. Ce sont des structures applicables qui convertissent une préférence privée en un statut juridique reconnaissable. Le sacrifice d'un parent ne crée pas une propriété perpétuelle, et l'âge adulte n'attribue pas de dette au parent le plus fonctionnel. Si quelqu'un exige l'accès à votre logement, demandez si c'est la loi ou le sentiment qui parle. La légalité clarifie la responsabilité, et la clarté prévient l'exploitation. Protégez votre résidence, protégez vos dossiers, et cessez de traiter l'obligation familiale comme une instruction divine. Merci d'avoir lu et d'offrir un espace où les limites personnelles peuvent être discutées sans théâtralité ni inflation morale. Si ce récit vous rappelle des situations où l'obligation a remplacé le choix, n'hésitez pas à partager des perspectives ou des questions. Le dialogue peut soutenir l'autonomie lorsqu'il reste fondé sur le consentement plutôt que sur la pression. Votre temps est précieux, et votre interprétation est sur un pied d'égalité avec la mienne.